Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Printemps 1792, la situation est très compliquée en France, on n'est pas loin de la guerre civile, le royaume est en ruine et il va devoir bientôt faire la guerre à l'Autriche, ce qui évidemment fait des étincelles dans le camp des patriotes comme on les appelle. Les Girondins, les montagnards se déchirent et le chef de file des montagnards, Robespierre bien sûr, ne ménage plus ses coups à l'endroit du chef de file des Girondins, Brissot, qu'il accuse d'être, lui et ses amis, des ennemis de la Constitution et même des intrigants dont la cour de Louis XVI se servirait pour faire le jeu de la contre-révolution. Louis XVI est revenu de Varennes depuis déjà longtemps. On est dans une situation où le roi, évidemment, est gravement remis en cause, mais pour l'instant, la monarchie n'a pas encore chuté. Ce sera en août prochain. L'opposition Franck Ferrand est très forte, y compris chez certains qui ont soutenu et apprécié tout ce mouvement. Et c'est le cas notamment d'une très jolie femme dont le charme s'exerce d'abord par l'esprit, par la plume. Oh, elle sait extrêmement bien écrire. Et le 25 avril 1792, Robespierre, qui désormais entend imposer sa vision sur le cours de la Révolution, va recevoir une lettre de la part de cette dame, lettre musclée, qui en appelle au jugement de l'histoire et qui dit notamment « C'est à vous, monsieur, de considérer que cette justice du temps doit à jamais éterniser votre gloire ou l'anéantir pour toujours. » Ça s'appelle mettre quelqu'un face à ses responsabilités. Ça, eh bien, la femme qui rappelle brutalement à l'ordre Robespierre, c'est Marie Roland, ou plutôt Manon Roland, comme on la surnomme depuis quelque temps. Elle a choisi parfaitement son camp. C'est celui des Girondins, dont elle va devenir l'égérie et dont elle sera surtout un des meilleurs avocats. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, si on remonte quelques années en arrière, quand éclate la Révolution, Marie Roland, qui à l'époque a 35 ans, est assez éloignée de ces événements parisiens, puisqu'elle mène une vie relativement paisible, en plein cœur des vignes du Beaujolais, dans son domaine du Clos. Elle est cette jeune femme, elle est nourrie de lectures, empreinte de l'esprit des Lumières, et ce depuis sa tendre jeunesse. Elle a, alors qu'elle était mais vraiment toute jeune, elle avait 8 ans, elle dévorait déjà Montaigne, Rousseau, elle a toujours auprès d'elle les œuvres de Plutarque, et s'il vous plaît, permettez-moi de vous signaler qu'elle les lit dans le latin original, bien entendu. Elle s'est mariée 9 ans plus tôt avec Jean-Marie Roland de la Platière, de 20 ans son aîné. On ne peut pas dire que ce soit un bel homme, Jean-Marie Roland, mais elle admire chez lui sa façon de penser. Et d'ailleurs, c'est dans l'ombre de son époux que petit à petit, elle a pris de l'épaisseur. Parce que elle porte une attention très particulière aux travaux que mène son mari. Elle veut propulser sa notoriété. Elle fait en quelque sorte sa carrière, disons les choses. Et quand son mari doit produire tout un tome d'une encyclopédie méthodique pour un dictionnaire des manufactures, parce que lui-même est inspecteur lyonnais tout à fait respecté dans ce domaine, eh bien, elle est là qui travaille. Elle contribue, elle relit ce que fait son mari, elle corrige. Et tout ça fait qu'elle a été remarquée, notamment par Brissot, justement. Il est très attentif au talent de plume de Marie et lui propose de rédiger des articles pour le Patriote français. Et voilà comment elle va faire ses premiers pas dans le monde révolutionnaire d'une certaine manière. Il y a un événement qui va contraindre Marie à ne pas participer à tout ça, tout ce qui est en train de se passer à Versailles puis à Paris depuis le printemps 1789, c'est que son mari est atteint d'une fièvre qui va le laisser pendant plusieurs semaines entre la vie et la mort. Et elle le soigne. Elle n'a plus le temps là de s'occuper des questions révolutionnaires. À la fin du mois de juin 1789, ça y est, Jean-Marie Roland est sorti d'affaires. Et il va falloir encore des mois pour qu'il se rétablisse totalement. Et Marie peut de nouveau jeter un œil sur ce qui se passe à Paris. Elle écrit « La Révolution survint et nous enflamma, amis de l'humanité, adorateurs de la liberté. Nous l'accueillîmes avec transport. » Mais oui, sur ce terreau si favorable qui a été nourri de tous les textes de la philosophie et des Lumières, vous imaginez bien que les événements parisiens vont prospérer d'une certaine manière.
son mari veut se lancer en politique, il veut se faire élire à Lyon. Il échoue une première fois en janvier 90. Le couple va collaborer aux travaux de la Société lyonnaise des Amis de la Constitution. Vous voyez quand même que on s'approche vraiment des grandes idées, là. C'est une filiale du Club des Jacobins, hein. Les événements révolutionnaires prennent de l'ampleur à Lyon, bien sûr. Or, il se trouve que Jean-Marie est élu à la municipalité en décembre. Il préside la commission des finances dans un contexte qui est très tendu, puisque la dette à Lyon a explosé. C'est cette situation qui va permettre au couple de venir à Paris. Jean-Marie est envoyé à Paris plaider auprès de la Constituante la question de l'allègement de la dette lyonnaise. On est en février 91. Manon va l'accompagner. Oh, j'ai presque envie de dire que c'est Roland. Enfin, c'est Jean-Marie qui accompagne Manon, en vérité. Vous écoutez Radio Classique. Ah, on s'installe à Paris, hein. Les Roland sont dans un appartement de l'hôtel britannique rue Guénégaud. Marie en profite pour rencontrer tout ce qui compte sur la scène politique, à commencer par le fameux Brissot, hein, qu'elle n'avait toujours pas vu malgré les échanges qu'ils avaient eus par courrier. C'est Brissot qui la présente à Pétion, le futur maire de Paris, mais aussi à Buzot, le grand tribun girondin de la Convention. Buzot dont elle va assez vite tomber très amoureuse, pour tout vous dire. Manon Roland se passionne pour les séances de l'Assemblée, auxquelles elle se rend tous les jours. Après les débats, elle est au Club des Jacobins, elle se lève tôt, elle se couche jamais avant minuit, elle est la chroniqueuse de ces temps troublés, hein. Au printemps, les patriotes commencent à se diviser, elle décide de suivre ceux qui sont le plus en pointe dans le combat révolutionnaire, à savoir ceux qui refusent les mesures tentant de confisquer la révolution au profit des notables. Parmi eux, il y a Pétion, mais il y a aussi des gens comme l'abbé Grégoire et même Robespierre. Et Manon tient salon, elle a compris que c'est là que ça se passe. Un cercle de fidèles, les Pétion, Buzot, Brissot, Robespierre sont là chez elle. Après l'arrestation du roi à Varennes, 21 juin 91, elle prend position contre l'inviolabilité du roi. Elle se mêle à ceux qui réclament sa mise en accusation et son jugement. Vous voyez qu'elle va quand même très loin. Et pour accroître cette opinion, elle cherche à susciter un certain nombre de pétitions, notamment en province. Le 17 juillet, les événements prennent un tour qui devient dramatique. Manon se rend au Champ de Mars, où une pétition demandant le jugement du roi a été déposée sur l'autel de la patrie. C'est le moment où la loi martiale est décrétée par Bailly, le maire de Paris, et Lafayette, qui commande la garde nationale, fait tirer sur la foule. Vous savez, c'est ce qu'on appelle la fusillade du Champ de Mars, un épisode terrible de la Révolution. Il y a des dizaines de civils qui vont y rester. Et ce jour-là, Manon est complètement dévastée par ce qu'elle voit. Elle dit « Le deuil et la mort sont dans nos murs. La tyrannie s'est assise sur un trône souillé de sang. » Et c'est le moment où le couple doit repartir pour Lyon, parce que Jean-Marie Roland a réussi à obtenir de l'État qu'il prenne en charge une grande partie de cette fameuse dette lyonnaise. Mais là, Manon se morfond. Elle voudrait être dans la capitale, là où tout se passe. Elle réussit à convaincre son mari d'y retourner au début de 92. Alors, les Roland ont un peu perdu du terrain à ce moment-là, hein. Robespierre les ignore. Pétion, qui entre-temps est donc devenu maire de Paris, n'a pas le temps de leur accorder de rendez-vous. Et désormais, c'est chez la jolie Sophie de Condorcet qu'on vient faire salon. Manon a perdu son étoile, si je puis dire. Il faudra que je vous parle de Sophie de Condorcet une autre fois, personnage passionnant par ailleurs. Et on est amer un peu chez les Roland, sauf que, au sein même des Jacobins, il y a une espèce de lutte d'influence qui permet aux Roland de faire un retour incroyable, totalement inattendu sur la scène politique. Parce que, désormais, la question c'est de savoir si la France doit ou non faire la guerre à l'Autriche. Et il y a deux hommes qui autrefois étaient alliés qui aujourd'hui s'affrontent. C'est Brissot. Brissot est partisan de la guerre. Il voit même là un moyen de relancer la dynamique révolutionnaire. Et Robespierre qui est totalement contre cette guerre, qui s'y oppose farouchement. Le 9 mars, on pourrait dire que le tempo politique s'accélère. Le roi congédie son ministre de la guerre, qui était Narbonne, parce que Narbonne s'était déclaré favorable au conflit. Ça suscite le courroux de Brissot, qui va contraindre la cour, qui va contraindre Louis XVI à nommer un ministre girondin. Enfin, on les appelle pas encore girondins, d'ailleurs à l'époque on dit brissotins, mais ce sont eux qui vont devenir les girondins de l'histoire.
Et Jean-Marie, qui est toujours resté un des plus fidèles, évidemment, va avoir le poste. C'est lui qui est nommé ministre de l'Intérieur le 23 mars. Vous imaginez ? Ah, alors là, pour Manon Roland, ça c'est la bonne nouvelle, hein. De nouveau, elle brille de tout son éclat. Le 24 mars au soir, tout Paris est là pour féliciter le nouveau ministre dans l'hôtel de la rue Guénégaud. Évidemment, ce que les gens ne savent pas encore, mais qu'ils vont bientôt découvrir, c'est que derrière le ministre, il y a une femme très puissante qui va tout organiser, tout faire, tout contrôler. Évidemment que c'est Madame Roland. Franck Ferrand sur Radio Classique. C'est très intéressant ce qui se passe pendant toute cette année 92 avec une guerre difficile qui va donner quelque part raison à Robespierre qui met Jean-Marie Roland dans la difficulté. J'ai pas le temps d'entrer dans tous les détails, mais sachez que avec la prise des Tuileries et la chute de la monarchie, donc là on est le 10 août 92, Roland va retrouver le portefeuille ministériel qui lui avait été contesté. Il le retrouve dans un contexte qui est très difficile puisque maintenant c'est la commune insurrectionnelle, c'est Danton qui dirige les affaires. Un premier épisode de la terreur qui est en train de sidérer la patrie. Or là, le ministre est impuissant à ramener le calme. Les massacres de septembre vont avoir un rôle terrible dans la carrière évidemment de Roland, puisqu'il n'a pas pu les empêcher. Le couple Roland est désigné à la vindicte populaire. Nous sommes sous le couteau de Robespierre et de Marat, confie Manon. Vous connaissez mon enthousiasme pour la Révolution, dit-elle. Eh bien, j'en ai honte. Elle est ternie par des scélérats. Elle est devenue hideuse. Et bien que les Girondins obtiennent une majorité relative quand la Convention s'installe, on est là après la victoire inespérée de Valmy, les maladresses des Girondins sont en train de les perdre. Évidemment, eux vont faire de Danton leur cible principale. Et Danton va se rapprocher du coup de Robespierre et le ministre Roland fait les frais de tout cela. On voit Danton monter à la tribune, crier « Nous avons besoin de ministres qui voient par d'autres yeux que ceux de leur épouse ». On voit qui est visé, évidemment. Alors, Buzeaud a gagné l'estime de la Convention parce qu'il est bon orateur. Évidemment, la vertu de Manon reste intacte, mais la vérité, c'est qu'elle est très amoureuse, je vous l'ai dit, de ce Buzeaud. Tout ça crée beaucoup de... Il faut imaginer le bouillonnement incroyable, notamment dans le camp girondin. Le couple Roland, à ce moment-là, s'étiole. Et pour cause, Roland voit bien ce qui est en train de se passer au sein même de son couple. Quand la question du procès et de l'exécution du roi devient le sujet du jour, le ministre déclare s'y opposer. Et il va devenir à ce moment-là un véritable bouc émissaire. C'est bien simple, Louis XVI est guillotiné le 21 janvier 93 et Jean-Marie est obligé de quitter son poste de ministre dès le 23 janvier. Franck Ferrand sur Radio Classique. Le 31 mai, alors que Manon s'apprêtait à partir pour le Beaujolais avec sa fille, les sections aux mains des Jacobins ont formé un comité secret révolutionnaire qui est chargé d'arrêter les députés girondins. Et en fin d'après-midi, il y a une délégation qui se présente au domicile des Roland. Et Manon va conseiller à son mari de s'enfuir, de profiter de la nuit qui tombe pour essayer de quitter Paris. Et elle, dit-elle, va s'en aller toute seule, elle va s'en aller devant la tribune de la Convention, elle va s'en aller devant la Convention défendre son mari et défendre son bilan. Elle n'y arrivera pas en fait. D'abord, elle ne peut pas s'exprimer parce que ce serait trop dangereux pour elle. Et au moment où elle rentre chez elle, alors elle est interrompue par un garde national qui est là, qui la voit traverser le Pont-Neuf, qui lui dit « Mais enfin, citoyenne, que fais-tu seule ainsi dans les rues ?»« Seule, citoyen garde, dit-elle, mais ne vois-tu pas que je suis accompagnée de l'innocence et de la vérité ?» Oui, ça c'est une façon de parler, mais ça n'empêche pas qu'elle ait arrêté Manon Roland. On n'a pas pu avoir son mari qui s'est enfui et qui d'ailleurs va se suicider, Jean-Marie Roland. Mais en attendant, on a arrêté son épouse qui est conduite à la prison de l'Abbaye où elle commence à rédiger des mémoires, un document qui révèle pour la postérité des talents de plume exceptionnels. Elle va recevoir des visites, elle plaide pour sa libération. Elle reçoit bien sûr les lettres de Buzeaud qui la comblent de bonheur. Elle lui en envoie qui sont absolument magnifiques et le 24 juin, elle apprend qu'elle est libérée. Oh,
la joie est de courte durée parce qu'à peine est-elle arrivée chez elle qu'elle est de nouveau arrêtée pour être de nouveau conduite dans une prison encore plus dure que la première. Et avec la loi sur les suspects, vous savez, cette loi des suspects terrible, la terreur frappe à l'aveugle, si je puis dire. Il n'y a plus aucune illusion à se faire sur le sort de ceux qui ont été arrêtés, et notamment quand on s'appelle Manon Roland, qu'est-ce que vous voulez ? Alors elle prépare elle-même sa plaidoirie, qu'elle imagine comme une sorte de proclamation de foi en la liberté. La plaidoirie n'est pas destinée au jury, parce qu'elle sait très bien qu'elle est condamnée d'avance. La plaidoirie, elle est destinée à ceux qui la liront plus tard. Autant dire qu'elle nous est destinée à nous. La liberté, elle n'est pas pour ces hommes corrompus qui sortent du lit de la débauche ou de la fange de la misère pour s'abreuver dans le sang qui ruisselle des échafauds, dit-elle. Elle est pour le peuple sage qui chérit l'humanité, pratique la justice, méprise ses flatteurs, connaît ses vrais ennemis et respecte la vérité. C'est peut-être ça l'héritage de toutes les lectures de jeunesse d'une Manon Roland qui a constamment fait des lumières, la nourriture de sa conscience, c'est la notion de vérité. Est-ce qu'il est possible de mener un combat de vérité dans la politique en général et dans la Révolution en particulier? Ça, c'est une autre question. Tant que vous ne serez pas un tel peuple, dit-elle, ô mes concitoyens, vous parlerez vainement de la liberté. Bon, le verdict, elle s'y attendait, elle le connaissait, il est sans appel, il tombe le 8 novembre. Ce sera l'échafaud pour elle, comme pour ceux des Girondins, de ces proscrits de la Gironde qui n'ont pas encore eu le temps de s'éloigner de Paris. Je pense à tous ceux notamment qui vont aller s'installer à Caen. Elle est digne, Manon. Elle est courageuse jusqu'aux dernières marches de son supplice. Elle va d'une certaine manière connaître une revanche avec la chute de Robespierre, mais elle ne sera plus là pour le voir à ce moment-là, bien sûr. On dit que, alors qu'elle est déjà dans la charrette du bourreau, en passant à l'un de ces carrefours de Paris où ont été érigées des statues de la liberté, elle aurait regardé la liberté dans les yeux, ça c'est en tout cas ce que prétend Lamartine, et elle aurait crié « Ô liberté, que de crimes on commet en ton nom !» Vous écoutez Radio Classique.